Donc, bonjour chers étudiants. Cette séance sera consacrée pour les conditions de la formation du contrat. Pour qu'il soit formé, le contrat doit répondre à certaines conditions de fond et de forme. Concernant les conditions de fond, au niveau des conditions de fond, on peut dire que l'article, on cite ici le cas de l'article 2 du Dahir des obligations et contrats, qui a déterminé les conditions de fond nécessaires pour la formation de tout contrat. Dans ce cadre, l'article 2 du Dahir des obligations et contrats dispose que les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont, premièrement, la capacité de s'obliger, deuxièmement, la déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation, troisièmement, un objet certain pouvant former objet d'obligation, quatrièmement, une cause licite de s'obliger. Donc, ce sont les conditions de fond qui doivent exister au niveau de tout contrat. Et bien sûr, contrat, le terme contrat, comme ça a été déjà précisé, c'est l'échange de consentement. Donc, c'est la rencontre entre deux volontés ou plus. Donc, cette rencontre de volonté, elle nécessite bien sûr, on a dit, c'est le consentement, et ce consentement doit émaner de personnes qui sont capables. Donc, comme on va l'étudier et approfondir les connaissances sur ce point, capable, c'est-à-dire personnes qui répondent à l'âge de la majorité déterminé dans l'âge de 18 ans et qui jouissent de leur capacité mentale. Et aussi, il faut un objet qui est licite et aussi une cause licite. Donc, pour ne pas enfreindre l'ordre public. Commençons par le consentement. Tout d'abord par le consentement. Selon l'article 2 du Dahir des obligations et contrats, donc, le législateur a exigé l'existence de ce consentement. Et comme il a été précisé par le législateur que la convention, c'est-à-dire le contrat, la convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Donc ici, on constate que la rencontre de volonté s'avère indispensable pour la conclusion de tout contrat. Donc, commençons par la définition du consentement. Le consentement, c'est le résultat de la rencontre simultanée de volontés se constituant de l'offre émanant de l'une des parties et d'une acceptation identifiant l'acquiescement à la conclusion du contrat projeté. Donc, le consentement se constitue de l'offre et de l'acceptation. Donc, dans ce cadre, il faut préciser certains points. Donc, il faut distinguer deux types de volonté. Lorsqu'on parle de volonté, il y a deux types de volonté. La volonté interne, qui est une opération intellectuelle. C'est une décision imposant notamment une réflexion. Et on a la volonté déclarée, la volonté extériorisée, qu'on extériorise, qui s'envisage dans une
opération extériorisée de façon à ce que le tiers puisse savoir que cette volonté s'est exprimée. Donc, l'extériorisation de la volonté, elle s'effectue par exemple, des paroles, déduction de comportement, signature d'un écrit, des gestes aussi. On donne exemple du clic en informatique pour la conclusion d'un contrat sur Internet, un contrat électronique. Ainsi, il convient de noter que chacun des contractants soit informé sur la volonté de l'autre à travers une manifestation extérieure de la volonté intérieure, appelée aussi la volonté réelle, c'est-à-dire ce qui est voulu dans le fort intérieur de la personne. Donc, le consentement des parties contractantes se forme de l'offre et de l'acceptation. Donc ici, on se demande qu'est-ce que l'offre, qu'est-ce que l'acceptation et à quel moment peut-on dire que ces deux éléments forment le contrat. Pour l'offre, elle peut être définie comme une proposition unilatérale, mais pas une simple proposition comme on va l'éclaircir après. Donc, c'est une proposition unilatérale faite par une personne, soit à une ou plusieurs personnes déterminées, par exemple le public, soit elle peut être faite pour une personne bien déterminée. Par exemple, on peut conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées, de telle sorte que l'acceptation de son destinataire ou du premier de ses destinataires suffit à former le contrat. Donc l'offre, on a dit, c'est une proposition unilatérale, mais c'est une proposition qui doit répondre à certaines conditions, puisque ce n'est pas une simple proposition. Tout d'abord, l'offre doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit comporter les indications nécessaires à la formation du contrat, telles que la nature du contrat à conclure, les éléments nécessaires à sa conclusion, à savoir par exemple le prix, la chose qui forme l'objet du contrat, etc. En l'occurrence, l'offre, elle doit fournir une idée claire sur l'objet du contrat, d'où il convient de la distinguer des simples propositions qui ne produiront pas les mêmes effets de l'offre, puisqu'elles ne contiennent pas les éléments nécessaires et suffisants susceptibles de provoquer l'acceptation du destinataire. De même qu'elles n'expriment pas la volonté du plébiscitant d'être engagé. Ensuite, la deuxième condition, c'est que l'offre, elle doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit exprimer la volonté nette de conclure le contrat. En effet, l'offrant confère au destinataire de l'offre le pouvoir de former le contrat par sa simple acceptation. À cet égard, il lui reconnaît le dernier mot dans la formation du contrat, inversement à une proposition de contracter. Elle n'est pas ferme puisqu'elle comporte des réserves, telles que par exemple une petite annonce précisant que le prix est à débattre. Donc une petite annonce qui comprend cette discussion du prix n'est pas une offre. Donc c'est une simple proposition. Par ailleurs, l'offre, elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle résulte par exemple d'un écrit ou de propos explicites. Par exemple, l'exposition d'un objet en vitrine avec son prix, ou par exemple lorsqu'on trouve un taxi en positionnement sur son emplacement réservé. Elle est tacite puisqu'elle résulte de comportements non équivoques. Ici, on donne un exemple. Par exemple, en se maintenant dans les lieux loués, après l'expiration du contrat de bail, le locataire offre-t-il tacitement de renouveler celui-ci? En l'absence d'opposition du bailleur, il y aura reconduction tacite du bail.
Donc le seul maintien dans les lieux exprime la volonté de rester, de continuer le contrat de bail. Dans ce cadre, il convient de noter que lorsque l'offre est émise par un professionnel à destination des consommateurs, elle se trouve soumise, c'est-à-dire l'offre, elle se trouve soumise, en plus des conditions déjà citées, à un important formalisme qui est imposé par le législateur. Pourquoi ce formalisme? C'est pour protéger la partie la plus faible, le consommateur. Donc, par exemple, l'offre doit comporter par étiquetage des informations sur les caractéristiques essentielles du bien offert. Donc, puisque ici, on a un contrat déséquilibré, un professionnel qui a des connaissances approfondies sur le produit qu'il offre, et on a le consommateur qui ne connaît rien sur ce produit. Donc, pour protéger le consommateur et pour établir un équilibre au niveau de ce contrat, le législateur a imposé, en plus des éléments que doit comporter l'offre, le formalisme. Donc, les conséquences ou les effets de l'offre. L'offre peut avoir deux conséquences. Soit elle peut aboutir à un refus du destinataire, et dans ce cas, elle ne produit pas d'effet juridique. Donc, et l'offrant ne se trouve pas engagé contractuellement. Donc, il n'y a pas contrat. S'il n'y a pas rencontre entre l'offre-acceptation, donc on ne peut pas parler de contrat, puisque le contrat ne se forme pas. Soit encore, l'offre peut devenir caduque à cause de la disparition de la chose offerte ou à cause de l'écoulement du temps de l'offre, si on est en présence d'une offre accompagnée d'un délai, ou encore le décès de l'offrant. De même, la révocation de l'offre, si on a l'article 26 du Dahir des obligations et contrats, suppose la précision de 3 cas. En premier lieu, lorsqu'il s'agit de la simple offre, c'est-à-dire la simple offre, une offre qui répond aux conditions qu'on a précisées tout à l'heure, mais une offre qui n'est pas accompagnée d'un délai. Donc, la simple offre, c'est un acte unilatéral. C'est une déclaration unilatérale de volonté qui ne lie pas son auteur tant qu'elle n'a pas été acceptée, bien sûr. Donc, elle peut être révoquée librement par celui dont elle émane de manière expresse ou tacite, à condition que la révocation soit claire et qu'elle intervient avant l'acceptation. Le second cas, c'est lorsqu'il s'agit d'une offre accompagnée d'un délai. Un délai d'acceptation, bien sûr. Le délai peut être ici, il peut être imposé par la loi, ou encore un délai expressément indiqué par l'offrant lui-même. Donc, l'offre dans ce cadre, elle ne peut être révocable tel qu'il a été précisé par l'article 29 du Dahir des obligations et contrats. Donc, elle se transforme en un engagement unilatéral de volonté. Ici, l'offrant, celui qui fait l'offre, sera engagé de respecter le délai. Donc, il ne se libère de son engagement qu'après l'expiration du délai de l'offre. Donc, l'offre ne peut former le contrat que si elle est acceptée par le destinataire. Et c'est au moment de l'acceptation que l'offre produit
son principal effet et par conséquent, l'offrant s'engage contractuellement. C'est-à-dire, dès qu'il y a acceptation, on est en présence de la formation du contrat. C'est l'article 23 du Dahir des obligations et contrats. Donc, en fait, l'acceptation constitue l'acte de volonté par lequel le destinataire de l'offre acquiesce à l'offre dans le délai prévu et qui, réalisant la communauté d'options entre les contractants, opère le consentement. Donc la rencontre entre l'offre et l'acceptation donne lieu à la formation du contrat. Mais ici, on se pose la question, est-ce que l'acceptation doit répondre aussi, comme l'offre, est-ce qu'elle doit répondre à des conditions bien précises? La réponse est oui. Le législateur aussi a imposé l'existence de certaines conditions liées à l'acceptation. Quelles sont ces conditions? Tout d'abord, elle doit émaner librement de son auteur, puisque la formation du contrat doit répondre au principe de la liberté contractuelle. Et elle doit être, la deuxième condition, elle doit être identique à l'offre. Donc, à ce titre, l'article 28 du Dahir des obligations et contrats précise que la réponse est réputée conforme aux offres lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire réserve. De même qu'elle doit être pure et simple, du fait qu'une offre conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition. D'ailleurs, c'est ce qui a été précisé par l'article 27 du Dahir des obligations et contrats. Donc, il ne doit pas y avoir une réserve ou une condition pour dire qu'il y a une acceptation. Donc, la conformité de l'acceptation signifie qu'elle soit extériorisée par une expression valant acceptation, telle que, par exemple, le mot « j'accepte » ou encore l'exécution du contrat sans faire réserve. Donc, l'expression de l'acceptation, elle peut être expresse par une parole, j'accepte, ou encore tacite par l'exécution du contrat et sans faire réserve. Et ce qu'on doit signaler ici, c'est qu'une réponse conditionnelle, s'il y a une réponse mais conditionnelle accompagnée d'une condition, ici on est en face d'un refus. Donc on dit que une réponse conditionnelle vaut refus, ceci lorsque le destinataire refuse purement et simplement ou encore lorsqu'il accepte une partie et refuse l'autre. Donc le refus, c'est soit un refus total, soit qu'on a une acceptation mais accompagnée d'une condition aussi. Ce cas est considéré comme un refus. Et dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la contre-offre. Donc, ce qui engendre un renversement des situations. Le destinataire de la première offre se transforme en offrant et c'est l'acceptation éventuelle de l'offrant initial devenu destinataire de la seconde offre. Donc, dans ce cadre, on a dit que le destinataire de la première offre se transforme en offrant et c'est l'acceptation éventuelle
de l'offrant initial devenu destinataire de la seconde offre, la contre-offre, qui vaudra acceptation et formera le consentement. Enfin, l'acceptation doit porter sur tous les éléments du contrat, tels que la chose, objet du contrat, le prix, la durée, etc. Donc, à l'instar de l'offre, l'acceptation peut être soit expresse, en se manifestant par une signature d'un écrit, devant un notaire, ou encore verbalement, ou par un simple hochement de la tête, comme elle peut être tacite, tel que le cas de l'exécution du contrat. Donc, qu'en est-il du silence? Est-ce que le silence du destinataire de l'offre est considéré comme acceptation? Donc, ici, on précise que, en principe, le silence du destinataire de l'offre vaut refus. Ça, c'est le principe. Mais parfois, la loi ou l'usage ou encore même une disposition contractuelle peuvent faire du silence une acceptation. On peut donner ici l'exemple du contrat de mariage. Donc, ou encore l'usage entre les commerçants. Ou encore une disposition contractuelle telle que le contrat qui contient une clause de tacite reconduction qui assure le renouvellement du contrat dans le silence des parties. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le silence, en principe, vaut refus. Mais exceptionnellement, lorsque la loi, les usages ou une disposition contractuelle font de ce silence une acceptation, dans ce cadre, on peut le considérer comme une acceptation de l'offre. Donc, en principe, l'acceptation doit intervenir sur le champ. On a ici l'article 23 du Dahir des obligations et contrats. Ceci dit que l'offre et l'acceptation doivent avoir lieu au même moment et au même lieu, sauf dans certains cas exceptionnels, tels que le cas des contrats entre absents. Donc, dans le cas, par exemple, d'un contrat par correspondance, donc les parties ne se trouvent pas dans le même lieu. Donc ici, on a l'article 24, par exemple, du Dahir des obligations et contrats, qui précise que le contrat est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Aussi, on a le cas du contrat électronique. La formation du contrat n'est parfaite que s'il y a accusation de réception de l'acceptation par l'auteur de l'offre. Donc, on a offre acceptée électroniquement par le destinataire plus accusation de réception par l'auteur de l'offre. Donc, l'article 65-5 du Dahir des obligations et contrats. Grosso modo, le contrat constitue une source essentielle de l'obligation. Dans ce cadre, le principe de l'autonomie de la volonté et son corollaire, la liberté, le principe de la liberté contractuelle, constituent les principaux fondements de la formation du contrat. En revanche, pour parler d'une volonté autonome et libre, il faut que le contrat soit exempt de tout vice du consentement. Et dans ce cadre, on a l'article 39 du Dahir des obligations et contrats qui précise que est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. Donc, les vices du consentement sont considérés comme l'un des cas provoquant la récision de l'obligation. On a l'article 311 du Dahir des obligations et contrats. Donc,
les vices du consentement, selon l'article 39 du Dahir des obligations et contrats, se déterminent dans l'erreur, le dol, la violence. Donc, commençons par les vices du consentement. Ces vices du consentement qui portent atteinte à la volonté des contractants et qui peuvent provoquer la récision du contrat. Donc, selon l'article 39 du Dahir des obligations et contrats, les vices du consentement se déterminent dans l'erreur, le dol et la violence. Ils sont retenus comme cause d'annulation de l'obligation s'ils sont déterminants. Ainsi, l'erreur, elle peut être définie comme une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à s'engager et qui ne l'aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Donc, dans un premier lieu, l'erreur peut porter sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité. À cet égard, il convient de noter que l'erreur sur la personne ne donne lieu à l'annulation de l'obligation que si la considération de la personne envers qui on s'engage constitue un élément déterminant du consentement donné par l'autre partie. Ceci dit que la considération de la personne doit avoir exercé une influence déterminante sur l'engagement. Donc ici, on a comme fondement juridique l'article 42 du Dahir des obligations et contrats. En second lieu, l'erreur peut porter aussi sur la substance de la chose formant objet du contrat. En fait, l'erreur sur la substance ne peut donner lieu à la récision que lorsqu'elle tombe sur l'identité, l'espèce et la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement, fondement juridique, l'article 41 du Dahir des obligations et contrats. Ici, l'article 40 du Dahir des obligations et contrats a exigé l'existence de deux conditions pour que l'erreur donne lieu à la récision. D'abord, il faut que l'erreur soit la cause unique ou principale de l'engagement et aussi qu'elle soit excusable. C'est-à-dire, dans ce cadre, on peut dire que l'erreur n'est pas excusable lorsqu'elle est commise par un professionnel, par exemple. Ensuite, on a la violence qui constitue un autre vice du consentement. Elle est définie par l'article 46 du Dahir des obligations et contrats, en plus du dol, qui est considéré comme toute ruse, comme toute manœuvre frauduleuse utilisée par un contractant afin d'induire son partenaire en erreur. En plus de ces vices, il y a la lésion qui constitue un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties. Dans ce cadre, on a l'article 56 du Dahir des obligations et contrats qui précise qu'est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. Mais la lésion, elle ne provoque la récision que si elle est causée par le dol de l'autre partie ou de celui qui la représente. Merci, chers étudiants, et bon courage.